Bonjour tout le monde, alors voici le premier tutoriel en français sur XP qui va vous permettre de démarrer votre travail avec l'environnement pour Ableton. Ici ce premier tutoriel va être pour le système OS Mac et j'espère trouver le temps de faire cette même vidéo pour Windows, mais il y a beaucoup de similitudes entre les deux versions bien entendu. Alors vous pouvez vous inspirer aussi de ce qu'on voit sur cette vidéo. Si vous êtes sur Windows bien sûr. Alors sur Mac en fait quand vous obtenez XP vous obtenez un fichier DMG comme ceci qui contient tout ce qu'il faut pour installer l'environnement. Vous double-cliquez sur le fichier image disque et vous ouvrez le folder. On trouve un folder avec les Max for Live Device de XP et un programme d'installation. Donc le plus simple, c'est de commencer par installer l'application XP. Vous double-cliquez sur le fichier PKG et vous suivez les indications jusqu'au bout. Ce qui va vous permettre d'installer XP dans le répertoire de vos applications. On va les vérifier, comme ça vous verrez où il se situe. Et on voit ici maintenant donc le logo XP qui est bien installé. On peut retourner ici dans le folder de l'image disque et prendre les devices que nous allons utiliser et simplement les copier sur votre bureau ou un endroit qui vous va le mieux. Je les ai aussi copiés dans mes documents. Ça peut être pratique. On verra ça plus tard. Première chose à faire, c'est simplement d'autoriser l'application. Pour faire cela, vous cliquez sur XP et à la première ouverture, on va vous demander tout simplement votre mot de passe qui a servi à acheter XP et la clé de licence. Donc moi, je rentre mes informations et normalement, si tout se passe bien, XP devrait être autorisé. Donc c'est normal, à la première ouverture, il va fermer automatiquement puisque en mode d'exploitation, XP ne peut être lancé, il est vraiment associé à Ableton et ne lance que depuis Ableton Live. Maintenant que nous avons installé l'application, on peut ouvrir Ableton, qui est déjà ouvert dans mon cas puisque je suis en train d'enregistrer la partie audio de cette vidéo. Et comme vous le voyez ici sur la barre de côté, j'ai déjà ajouté un fichier XP, un répertoire où se trouvent mes devices. C'est super pratique à faire pour gestion de vos projets. On peut faire l'opération similaire avec le répertoire que j'ai copié sur mon bureau. Et puis voilà, on retrouve depuis Ableton tous les devices qu'on va utiliser à l'avenir. Donc première chose à faire pour travailler avec XP, c'est de créer une première piste audio et on va ajouter XP Visual. C'est le device en fait qui sert de télécommande pour contrôler la vue 3D. Et quand vous ajoutez ce device sur une piste, il la nomme automatiquement Visual 1. Donc ne touchez pas à ce titre. En fait, c'est un principe pour XP. En fait, au moment où vous ajoutez les plugins et devices dans l'environnement Ableton, il va les renommer les pistes. Et donc, il est recommandé de ne pas toucher à cela pour le bon fonctionnement de l'environnement. Donc, nous avons ajouté le device et ça a ouvert tout simplement notre vue 3D. Donc, qui est représentée sous la forme d'un cube tridimensionnel au sein duquel on retrouve une forme sphérique, car la plupart des dispositifs de haut-parleurs que nous allons utiliser suivent une configuration sphérique. Mais ça n'empêche d'avoir d'autres types de configurations, on le verra plus tard. Donc depuis ce device, on voit ici, on va aller naviguer sur les éléments qui s'y retrouvent et qui permettent de contrôler la fenêtre. Donc sur la première, ici vous allez voir, il y a plusieurs interfaces. Vous pouvez naviguer entre eux en cliquant sur le menu. Première interface ici, tout simplement c'est des choses qui permettent rapidement de contrôler la taille, redimensionner la taille de votre visualiseur. Vous pouvez aussi le faire avec la souris, bien entendu. Vous pouvez désactiver la vue. Dans ces cas-là, si vous désactivez la vue, vous désactivez tout le système.
Par exemple, quand vous voulez boire un café, ça peut être intéressant de soulager votre ordinateur. Comme nous sommes dans un univers tridimensionnel OpenGL, il y a les notions de lumière, donc vous pouvez changer les configurations de lumière ou simplement la désactiver. Voilà, si vous n'êtes pas familier avec ce type d'environnement, la gestion de la lumière comme de la caméra est un élément important pour gérer votre scène 3D. Autre élément important ici, vous pouvez changer le framerate de votre scène 3D, ce qui peut permettre par exemple de soulager votre ordinateur quand vous avez un projet très demandeur par exemple en CPU. On va aller maintenant sur le deuxième interface qui permet simplement de choisir votre type de vue, vue de dessus, de côté ou double vue comme ceci. À titre personnel, je travaille quasi essentiellement avec cette vue tridimensionnelle car avec la souris ainsi qu'avec le clavier, on peut totalement naviguer à l'intérieur de cette vue, ce qui est relativement pratique. Enfin ici, vous pouvez activer une navigation automatique, ce qui peut être sympa quand vous voulez présenter votre travail, par exemple. On va la désactiver pour l'instant, on va réinitialiser la vue. Enfin, la dernière interface ici, ce qui évoluera certainement à l'avenir, car c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations, c'est tous les éléments présents sur cette vue que vous pouvez en fait customiser intégralement. Vous pouvez enlever tous les éléments un à un ou changer leur apparence, ainsi que les couleurs. Puis ensuite, vous pourrez, ainsi que ça vaut aussi pour les autres paramètres, sauver un preset que vous pouvez ensuite accéder assez facilement depuis le menu. On le fera à la fin, comme ça vous le verrez. Enfin, sur la partie de droite, puisque XP est un environnement 3D, on peut ajouter des modèles 3D. Donc, XP vient avec des modèles défauts, mais avec le bouton L pour Load, vous pouvez loader un modèle 3D qui peut être par exemple la photogrammétrie de votre studio. Vous serez en mesure ensuite de scaler ce modèle, de le pivoter ou de le déplacer à votre guise dans votre scène et de le sauver en tant que preset. Bon, c'est peut-être pas utile à tout le monde, mais c'est des choses que moi, à titre personnel, j'apprécie. Et surtout qui positionne XP dans des développements qui vont arriver qui peuvent être assez intéressants, notamment avec la connexion nouveaux médias. Donc voilà, on a fait le tour ici sur ce premier device. Alors, d'une manière générale, tous les devices sont structurés différents, exactement pareil. Vous allez retrouver ici un menu qui vous permet d'avoir des informations sur la version du device, de vous rendre sur le site de XP et enfin de chercher dans la documentation si vous avez besoin d'aide. Puisque nous parlons de documentation, nous pouvons aller aussi sur le menu ici de l'application et vous allez voir XP a un petit menu, donc pour l'instant c'est très rudimentaire. On retrouve quelques fonctionnalités et notamment un menu Help qui contient un Quick Start qui vous permet, par exemple, en une dizaine de points, de commencer à vous familiariser avec l'environnement et donner quelques recommandations de travail. Ça peut être pratique. Il y a aussi la documentation et un certain nombre d'autres liens. Enfin, il y a aussi un onglet Système dont on parlera plus tard ou maintenant, notamment pour ce qui concerne l'activation, car vous avez vu qu'on a dû activer l'application. Et en fait, c'est très facile de la désactiver si vous devez aller l'activer sur un autre poste. Vous devez le faire avant. Depuis cet onglet, vous désactivez, vous laissez faire les choses et ensuite vous pouvez l'activer XP sur une autre machine. Voilà pour ce menu. On va deuxième chose ou troisième, je sais plus trop où on en est. En tout cas, la chose suivante à faire, c'est simplement de prendre le moteur audio de XP. Alors, il y a une mise en quarantaine. Si ça vous arrive, vous cliquez sur OK. Vous savez que XP, ça me donne l'occasion d'en parler, utilise
en partie la librairie SPAT de l'IRCAM, notamment pour le moteur audio. Et pour une raison que je ne comprends pas, sur cette machine, il y avait eu une mise en quarantaine, ce qui ne devrait pas être le cas sur la plupart du temps. En tout cas, si ça vous arrive, vous cliquez sur OK et ça devrait fonctionner. Donc, juste en quelques mots, ce moteur audio, donc c'est le moteur audio que vous allez retrouver dans Max MSP et dans d'autres applications de produits de l'IRCAM qui utilisent le SPAT. Il n'y a absolument aucune différence puisque ce sont des objets de la librairie et notamment l'objet SPAT, le spatialisateur qui est utilisé dans XP. Donc, revenons à notre plugin Engine. Donc, c'est un plugin évidemment important. C'est là où vous allez configurer votre projet. Donc, j'ai essayé de résumer ça en 3 points de choses qu'il faut faire. C'est d'abord de choisir une configuration de haut-parleur. Donc, on va en choisir une. Donc, XP vient avec un certain nombre de configurations déjà établies. Donc, vous pouvez retrouver des choses assez utiles, notamment les configurations Dolby et un certain nombre d'autres configurations assez connues, notamment la Satosphère que moi je connais particulièrement bien. Donc vous choisissez une configuration, on peut prendre la Satosphère, même si ce n'est évidemment pas celle de mon studio. Donc on va revenir à une configuration de 4 haut-parleurs, puisque c'est ce que j'ai ici en ce moment. Et donc quand vous sélectionnez cela, vous devez voir dans votre vue les haut-parleurs qui prennent la forme d'un petit cube autour de cette sphère. Donc voilà, ça c'est pour les configurations, ce que j'appelle Factory Preset. On peut aussi créer des configurations utilisateurs. Peut-être que je ferai une vidéo spécifiquement pour cela. C'est assez simple en fait, il suffit de créer un fichier TXT et le dropper dans cette zone et ensuite sauver en tant que de preset utilisateur. Et si vous voulez vraiment savoir le faire par vous-même tout de suite, vous ouvrez ce help ici qui va vous expliquer comment le faire et on peut même ouvrir un exemple. Je pense que le mieux c'est que je fasse une petite vidéo. Il est très possible qu'à l'avenir cette partie de XP évolue et vous donne une interface qui permette de le faire plus facilement. On retrouve ici quelques templates utilisateurs que j'ai fait comme ça. Donc vous pouvez aussi les regarder. C'est toujours intéressant de voir les différents types de configurations qui existent dans le monde. Mais je vais revenir à mon setup de studio. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement choisir le bon algorithme de spatialisation que vous voulez utiliser pour votre projet. Donc là, c'est ce qui va vous demander un peu de connaissance, peut-être, du fonctionnement du design de spatial audio, parce que tous les algorithmes ne sont pas bien appropriés à ce que vous voulez faire. En l'occurrence, si vous voulez faire de l'ambisonique, il faut savoir que puisqu'on est dans un dispositif de haut-parleur planar qui n'a pas de hauteur, il faut choisir l'HOA, High Order Ambisonic, à 2 dimensions et non pas HOA Ambisonic à 3 dimensions. De façon similaire, ici on peut utiliser la panoramique Angular ou VBAP 2D. Donc pour l'instant, on peut tout simplement utiliser Angular ou HOA 2D, ça peut être intéressant que vous voyez la différence. Et quand vous choisissez cette configuration, l'environnement va aller calculer, va automatiquement configurer toute votre chaîne DSP, ce qui est relativement pratique. Donc, c'était le point 2, choisir le bon algorithme. Et enfin, le point 3, c'est ce petit point autofill qui permet, en fait, et ce qui va nous amener aux deuxième interface de l'engine, de remplir automatiquement les outputs de notre interface audio. Donc vous voyez ici sur XP Engine, on a aussi 3 interfaces. Donc nous étions sur le premier. Et sur le deuxième, nous avons le routing. Et donc en fait, ce routing ici, ce routing va s'adapter. Je vais prendre un autre dispositif planar, va s'adapter au nombre de sorties que vous avez en ce moment sur votre projet. Donc ici, nous avons 8 haut-parleurs. Donc comme vous le savez, Ableton fonctionne en paire stéréo.
Donc il va aller créer 4 paires stéréo ici, qui va vous permettre de router votre output. Donc si vous cliquez pas sur autofill, il va falloir le faire à la main. Malheureusement, comme on est tenu par Ableton de fonctionner en paire audio, ça va vous demander une petite gymnastique et éventuellement de corriger dans votre matrice de l'interface audio que vous utilisez pour bien router les outputs avec un canal 1 qui va au haut-parleur 1 par exemple. Donc si je fais autofill, il va tout simplement remplir mon output avec les bonnes sorties. Voilà. Je vais retourner ici vite fait dans mon output. Voilà, ici on va me sélectionner un peu plus de sorties parce que je me demandais pourquoi il affichait pas mes 8 out, ce qui est possible avec l'interface que j'utilise. Et ici ça devrait être bon. Voilà. Donc vous voyez, c'est très dynamique, hein, il suffit il fait les choses tout seul. Donc si je reviens avec mon système à 4 haut-parleurs, normalement il devrait les remplir tout seul. Donc ça c'est assez pratique parce que si vous cliquez pas sur autofill, il va falloir le faire à chaque démarrage. Malheureusement c'est quelque chose voilà, que je recommande plutôt de faire en sorte que nos sorties correspondent 1 vers 1, 2 vers 2, etc. Enfin, je reviens sur mon interface principale de configuration. Voilà, notre projet est configuré. Donc on va retrouver ici sur notre fenêtre les éléments présents dans le plugin. Donc on va retrouver le nombre de haut-parleurs, le nom du layout qui s'appelle 4 malheureusement. C'est peu évocateur, mais enfin si on change de template, on devrait retrouver le bon nom ici, comme vous voyez. Ma configuration algorithmique. Et puis ici, les informations relatives à notre scène audio. En bas à gauche, ici, nous allons voir en fait le statut audio de notre scène. Pour l'instant, elle est sur off. Vous voyez ici, c'est des choses à avoir conscience sur XP Engine. Première utilisation, on peut se demander pourquoi on n'a pas de son. Par défaut, Engine est muté. Donc si vous faites du son, déjà première chose, et qu'il n'y a rien de sort, vérifiez que Engine n'est pas muté. Et ensuite, vous voyez, quand on change le menu, on va changer ici la représentation dans la fenêtre. Donc le deuxième icône ici, c'est Soundfill. J'ai appelé ça Soundfill, mais c'est simplement le rendu sonore de votre scène 3D, votre champ sonore. Et enfin, le troisième possibilité, c'est en un seul clic, vous pouvez basculer en rendu binaural. Donc ça, c'est très intéressant quand vous voyagez, quand vous êtes en train de travailler dans un bus ou parmi un setup où des choses se passent et vous n'avez pas accès au système. En 2 secondes, vous pouvez continuer de travailler sur votre projet avec le rendu binaural. Ce petit bouton ici qui est passe, ce qui permet de faire, dans le cas d'un rendu ambisonique, de le faire le décode, la partie décoding, pas dans XP, mais dans une table de mixage qui serait à l'extérieur du dispositif. Donc ça peut être le cas, une situation que vous pouvez être amené à rencontrer. Mais c'est évidemment pas la majeure partie des situations. Alors sur la partie droite ici, on va retrouver votre input. Pour l'instant, XP, et c'est vrai, est limité à 16 sources sonores, pour des raisons que j'ai souvent expliquées dans le cadre de mes talks. Et bonne nouvelle, ça va certainement changer à l'avenir, voire très rapidement. Et enfin, notre output qui va calculer, qui va afficher le nombre d'outputs en fonction de de notre configuration. Donc si nous avons 8 out, il va afficher 8 émetteurs audio qui correspondent. Ici, dans le cas d'une configuration ambisonique, on peut accéder à des éléments de configuration qui sont très spécifiques à l'ambisonique, des choses que vous pouvez être amené à changer si vous avez une bonne connaissance de l'ambisonie en général. On va revenir sur notre configuration à 4 haut-parleurs. Dernière interface ici de notre engine, c'est l'interface d'enregistrement dont je vais parler une fois qu'on aura avancé sur notre petite démo. Bon, maintenant que nous avons passé en revue cette
ce deuxième Max for Live, on va aller sur le troisième, on va créer une troisième piste dans Ableton, et on va simplement prendre l'objet source et le glisser sur cette nouvelle piste. Et quand on fait ça, automatiquement dans la scène se crée un objet sonore. Donc si vous supprimez la piste, l'objet sonore disparaît et vous devez le créer à nouveau. Donc cette piste sonore, comme vous pouvez le voir, est automatiquement appelée source 1, et dans la scène sonore, elle est aussi nommée source 1. Alors ne changez pas ce titre. On peut donner un alias au nom de l'objet sonore, ce que nous allons voir très, très bientôt, mais en tout cas, la piste doit rester nommée source 1 pour des raisons d'architecture et du fonctionnement du système. Alors ce device est évidemment très important car c'est là que vous allez générer votre scène sonore. On va prendre un son que j'ai ici un peu au hasard, par exemple ceux-là. Donc comme vous êtes familier avec l'univers Ableton, vous savez qu'il y a l'interface clip ou l'interface arrangement. Pour l'instant, le plus simple, c'est qu'on reste sur la partie clip, mais tout ce qu'on dit sur la partie clip est donc évidemment valable sur la partie arrangement. Donc, première chose, c'est vérifier qu'on a du son. Donc là, si j'active mon clip, il n'y a pas de son. Donc le son rentre bien dans Ableton. On voit le fader avec le niveau qui oscille. Mais c'est que dans XP, le paradigme, le choix qui a été fait, c'est de fonctionner que en mono. Donc, pour des raisons dont on pourrait aussi expliquer certains principes, mais en tout cas, c'est que du mono. Donc, pour chaque son, vous allez devoir choisir quel côté vous voulez utiliser, left ou droite, ou la somme des deux. Et donc ici, pour faire cela, il faut l'activer ici, left, right ou plus pour sum. Donc, encore une fois, dans Source, vous voyez, nous avons 3 interfaces. Hein, on va les passer en revue, mais les devices ont un peu le même principe. Donc là, on est sur le première interface de configuration. Donc on vient d'activer le volume. Donc le volume est bien rentré, est bien envoyé. Et automatiquement, vous n'avez rien à faire. Le signal de cette source est envoyé dans notre engine. On le voit ici arriver en tant que source 1. Pour l'instant, il n'y a pas d'output parce que, comme vous avez pu le voir, vous êtes muté ici. Donc si on se met en écoute Soundfield, normalement, on devrait voir notre signal audio de notre scène sonore. Et donc, encore une fois, c'est très facile de basculer en écoute binaurale, comme ceci. Je vais muter la piste pour l'instant pour retourner dans notre source, notre objet sonore. Alors, de façon similaire à notre device visual, il y a une première interface qui est en gros la télécommande de représentation de l'objet sonore dans la scène. Donc, probablement à l'avenir, cette interface va être revue, corrigée, allégée, optimisée. Mais pour l'instant, en fait, toutes ces choses qui ont l'air un peu bizarres sont simplement des éléments de représentation de la source dans l'espace sonore. Comme je le disais, on peut lui donner un alias comme ceci, et comme je lui ai donné le nom noise, et la source s'appelle maintenant noise, on peut décider de ne pas mettre de nom, revenir à l'utilisation de source 1 ou d'utiliser l'alias, donc ce qui peut être pratique. Sur ce premier interface, des choses que moi j'aime beaucoup, c'est par exemple de représentation de l'onde sonore dans l'espace tridimensionnel, qui est assez cool, je trouve, parce que ça donne une bonne représentation de la dynamique de ce qui rentre dans la scène sonore. On peut évidemment changer la couleur de notre objet sonore, et quand on change la couleur de l'objet sonore, vous voyez que la piste d'Ableton change aussi de couleur, ce qui peut aider à donner quelques repères dans votre environnement. Alors ici, depuis cette interface de configuration, il y a aussi un onglet OSC. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'OSC, c'est en fait un protocole qui permet de communiquer, d'envoyer des données à d'autres software ou applications, ou à l'intérieur d'Ableton de communiquer avec d'autres devices ou
ou autre chose. Donc ça, c'est vraiment des features que je dirais advanced, mais qui peuvent être vraiment utiles à l'avenir. Et donc on pourra éventuellement en parler, comment dire, dans le cadre d'une vidéo très spécifiquement sur l'OSC, parce qu'on peut utiliser l'OSC en particulier pour contrôler une source, notamment avec TouchOSC, les murs ou d'autres applications de touchpad, contrôle, des choses comme ça. Donc voilà, je pense que ça peut vous intéresser aussi de savoir comment on configure ces choses-là. À savoir que XP permet de contrôler, d'envoyer ces données vers l'extérieur et aussi d'être contrôlé depuis l'extérieur. Donc c'est assez flexible. Alors, on va basculer maintenant sur l'interface de source en lui-même, qui est la partie probablement la plus importante pour vous. Cette vidéo n'a pas forcément pour but de passer en revue tout en détail ce qu'on peut faire avec XP. On va essayer de rendre ça plus régulier à l'avenir, mais c'est pour vous expliquer les principes. Donc sur ce interface qui peut paraître compliqué, c'est relativement simple. On a ici tout simplement un premier onglet ou petite interface qui permet de contrôler la source dans l'espace, la déplacer. Donc vous savez que dans Audio 3D, on utilise maintenant deux types de systèmes de coordonnées, soit les coordonnées polaires, donc sous la format azimut, élévation, distance, ou un format XYZ. Donc dans XP, vous pouvez utiliser l'un ou l'autre à votre guise. Donc en général, pour des dispositifs de haut-parleurs placés sur une sphère virtuelle, on fonctionne plus naturellement avec un système de coordonnées polaires. Mais dans le cadre de systèmes de haut-parleurs de grid ou des choses comme ça, on préfère utiliser un système XYZ. Donc c'est à vous de voir là, en fonction de ce que vous voulez utiliser. Donc voilà, le premier onglet est simplement à contrôler la position de la source dans l'espace. Et évidemment, bouger la source dans l'espace va alterner sa perception, votre perception de votre scène sonore. Deuxième petit onglet ici, c'est l'ouverture de la source dans la scène sonore, donc, qui est représentée par la forme de coquille qui entoure l'objet sonore, et c'est en fait l'ouverture de la source et sa direction dans la scène sonore. Comme vous le savez, on utilise la librairie SPAT, et dans la librairie SPAT a cette capacité unique à simuler l'acoustique de pièces virtuelles, et on a la possibilité d'émettre, de changer la direction de perception du son et d'orienter une source à l'opposé de la vôtre, par exemple, et vous allez pouvoir le ressentir. D'ouvrir beaucoup plus cette source. Donc voilà, vous pouvez jouer sur cette paramètre pour représenter vos sons dans l'espace. Ça marche plutôt bien. Troisième élément, c'est en fait ce qu'on appelle les paramètres perceptifs, qui sont les 6 paramètres originaux du SPAT dans l'IRCAM. Donc ça, c'est des choses que vous allez apprendre au fur et à mesure à savoir ce qu'ils font. Je ne peux pas vous le décrire très précisément. C'est des choses qui sont de l'ordre du perceptif, mis à part surtout les deux premiers, là, qui sont en fait la perception de la source dans la scène, ou la perception de la room, dont on va parler de la room très bientôt. Donc ça, on peut assez facilement, vous allez le sentir très rapidement, en gros, le son direct ou le son de l'espace sonore. Ensuite, les autres éléments, c'est la brillance, si le son est plutôt moins brillant, l'enveloppement et running reverberation. C'est des choses sur lesquelles vous devez vous-même vous créer une forme d'apprentissage du langage du son spatial pour voir comment et comment vous pouvez jouer sur ces paramètres. Ensuite, on a les paramètres de diffusion. Alors, comme pour les paramètres du perceptuel, c'est des choses que vous allez devoir essayer de jouer avec. C'est en gros l'ouverture de la source dans la scène sonore, notamment le spread. Donc voilà, des choses à essayer de votre côté, même si ce n'est pas forcément les premiers sur lesquels vous allez jouer, ça peut vous permettre de préciser votre scène sonore.
Alors ici, on a sur cet onglet deux choses que je n'ai pas encore évoquées. C'est un premier onglet ici, Room, et un deuxième ici, Group, enfin plutôt Group et Room. On va parler d'abord de la Room, car vous savez que dans le principe du SPAT, c'est qu'en fait, on projette une source, un objet sonore, dans une source virtuelle, dans une room virtuelle. Et cette room, en quelque sorte, c'est un espace réverbérant artificiel qui sert à simuler la perception de cette source dans cette room que vous pouvez aussi configurer. Donc par défaut, dans XP, vous avez une room dans laquelle toutes les sources vont être projetées. Mais en fait, on peut créer plusieurs rooms, chacune avec des propriétés différentes, au maximum 4 rooms. Et donc pour configurer cette room, il faut prendre le plugin XP Room et le mettre dans votre projet. Et quand vous faites ça, en fait, vous avez dû voir, brièvement, vous apercevez une représentation d'un espace réverbérant. Et ce device vous permet de changer toutes les propriétés de cette pièce sonore. Donc on va le mettre pour l'instant de côté, on y reviendra peut-être via une vidéo très spécifique. Je retourne maintenant sur mon... Donc en fait, juste pour terminer quand même sur cette room, si je rajoute une deuxième room, ici, vous pouvez aussi contrôler les propriétés de cette deuxième room. Et ici, depuis l'interface de source, vous pouvez assigner la source à une ou l'autre des rooms qui auraient des propriétés différentes. Donc sachant que nous sommes dans un environnement Ableton, chacun des contrôles peut tout simplement assigner assez facilement en MIDI. Donc c'est des choses sur lesquelles vous pouvez jouer aussi dans votre interprétation, par exemple temps réel, ça peut être des choses marrantes. Et donc en fait on arrive, l'élément aussi qui est assez intéressant, c'est que vous pouvez en fait muter tous les éléments qui constituent votre source. Donc il y a le source direct, il y a la reverb, puis le cluster et le early. À chaque fois, tous ces éléments contribuent à la perception de ce son dans l'espace. Donc vous pouvez essayer de jouer sur tous ces paramètres, voir ce que ça fait. C'est encore une fois, je pense que c'est à vous de vous créer une forme de vous confronter à ce langage. Alors je vais laisser pour l'instant, si vous voulez bien, ces éléments de côté. On y reviendra un peu plus tard si on a le temps, parce que je vois que la vidéo est déjà bien avancée. Pour pouvoir créer ici un autre objet sonore qu'on va créer, qui va évidemment s'appeler source 2, puisqu'en fait les sources de façon itérative, on va même en créer une troisième, comme ça vous allez comprendre. De façon itérative, chacune des sources va prendre un index et chacune d'entre elles, évidemment, vous allez pouvoir les renommer, ainsi de suite. Et vous pouvez même sauver des presets, ce qui vous évite à l'avenir de devoir le faire à chaque fois. Par exemple, si vous voulez travailler à partir de templates. Donc là, nous avons, vous avez vu, c'est assez rapide de créer 3 objets sonores. Donc pour l'instant, on n'a du son que dans une. Mais si j'ai fait ça, c'est que je voulais vous montrer l'avant-dernier plugin Max for Live du bundle XP, qui s'appelle Group, et qui est probablement l'un de mes favoris. Et vous allez voir pourquoi. Si vous prenez XP Group et vous le rajoutez ici dans votre environnement Ableton, il se passe rien dans votre vue. Par contre, ce device, on va y jeter un œil, est composé de 3 paramètres: translate, rotate and scale. Et je pense que vous avez de vous-même compris ce que permet de faire ce device, c'est qu'il permet de transformer intégralement la scène sonore, c'est-à-dire dans le cas de la translation, de bouger toutes les sources en même temps. Donc ça c'est super pratique. Ou même titre, de faire des rotations
pour toute la scène, comme pour scaler toutes les sources. Donc ça, c'est des choses c'est un outil qui est extrêmement pratique, surtout pour jouer en live. Moi, je l'utilise régulièrement, voire quasi systématiquement. Alors, tant que je suis ici, des choses qui sont cachées ou pas vraiment, c'est que si vous cliquez sur le bouton, vous accédez ici à un moteur génératif qui va vous permettre, en gros, tout simplement, de faire bouger la scène sonore automatiquement. Donc ça, c'est assez rigolo, ça peut être assez utile. Alors, dans le cadre d'installation, voilà, vous pouvez essayer des choses, sachant qu'on peut évidemment on peut accumuler comme ça les transformations presque jusqu'à l'infini. On va voir ou assigner aussi sur des contrôles chacune des animations, ce qui permet de très vite pouvoir affecter la scène, transformer la scène sonore de façon intuitive. Alors, comme nous évoquions la transformation de la scène sonore, je retourne dans mon objet source pour aller sur le dernier onglet qui est en fait l'onglet d'animation de la source. Car si on peut transformer la scène sonore avec l'outil groupe, on peut aussi aller depuis l'objet sonore, l'objet source, utiliser un moteur génératif pour transformer, pour positionner la source dans l'espace. Et ce moteur génératif est en fait composé de 5 fonctions différentes qui vont avoir des propriétés chacune différentes. Alors un que j'aime beaucoup parce qu'il est très simple et très facile à utiliser et qui crée très vite cet effet un peu... il remplit l'espace très vite, c'est le noise. Donc vous voyez, quand j'ai activé cette animation, on va... Alors autre chose, si vous mettez en solo une source, vous ne verrez que cette source. Similaire, si vous mutez les sources, vous ne les voyez plus dans l'espace. Donc ça, c'est un peu presque nécessaire pour vous y retrouver. Donc je reviens maintenant à mon animation. En fait, donc voilà, donc on a ici ce noise. En fait, c'est une fonction qui va générer des coordonnées dans l'espace de façon un peu random. Et vous pouvez jouer sur la vitesse de génération de ces coordonnées. Vous pouvez aussi scaler. Par exemple, dans notre cas, nous n'avons pas de haut-parleur en altitude, donc on peut tout simplement scaler, de supprimer la dimension d'altitude et avoir simplement une source qui se déplace sur l'horizontale. Ça, c'est pour une des animations, mais on en a quelques autres. Celle-ci qui paraît complexe, mais en fait est relativement simple. C'est qu'en fait... Notamment, vous voyez ici, c'est des fonctions qui vont transformer la source sur l'azimut, l'élévation, la distance, en utilisant d'autres fonctions. Donc voilà, c'est des outils qui peuvent paraître complexes, mais c'est des invitations à expérimenter, à tester des choses, à essayer de transformer sans trop savoir ce qu'on fait. Mais si vous avez une animation que vous aimez beaucoup, vous pouvez juste la sauvegarder comme ceci. Et ensuite la retrouver comme vos animations préférées. Alors j'aime aussi beaucoup celle-ci, Basis. On va voir pourquoi je l'aime beaucoup. C'est qu'elle fait des choses qui sont quasi pas reproductibles autrement que par XP quasiment. En fait ici, alors si vous êtes familier avec Ableton, on peut utiliser des LFO pour bouger les sources, on peut faire un certain nombre de choses, mais ces animations utilisent des propriétés très spécifiques à Jitter, car c'est Jitter qui est utilisé ici, notamment la librairie Jitmo, qui permet de faire des choses comme ceci, et beaucoup d'autres. Comme vous voyez ici, cette source, elle ne rentrera pas jamais à l'intérieur de la sphère. Et donc on a si par exemple on bascule sur un dispositif qui est bien plus sphérique comme celui de la Satosphère, on va avoir une source qui va aller simplement sur la paroi de notre dôme, ce qui est assez cool, je trouve.
Donc voilà, donc ça c'est des choses que vous pouvez facilement utiliser, expérimenter, sachant que chacun des contrôles non seulement est accessible, est exposé à l'environnement des automations, mais vous pouvez assigner tout cela en MIDI. C'est-à-dire qu'on peut très facilement, je le fais avec le clavier ici, assigner une animation sur un contrôle MIDI ou voilà, et démarrer, éteindre, et ainsi de suite. Par exemple, sur celui-ci, sur le groupe, une autre touche, et avoir des choses voilà, qui seront difficilement reproductibles autrement que par, quasiment j'ai envie de dire, que par XP. Donc sachant que jouer sur les positions des objets sonores dans l'espace, c'est évidemment très chouette, mais on a de nombreuses façons de créer de la densité sonore autrement que par des mouvements dans l'espace. Et je pense que ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça donne un premier aperçu très introductif, très général de comment télécharger, installer et configurer un projet de base. N'hésitez pas à poser des questions en comment ou écrire sur le site de XP si vous avez besoin de comprendre certaines choses. Il n'y a pas de problème pour vous répondre. Et n'hésitez pas à suivre XP sur les réseaux, soit sur YouTube, Facebook ou Instagram. Les liens sont dans la description. Voilà, donc j'espère pas prendre trop de temps avant de pouvoir partager une vidéo similaire pour les PC, puis ensuite essayer de faire des vidéos plus thématiques pour montrer les choses sympas qu'on peut réaliser assez facilement avec le workflow XP dans Ableton. Allez, d'ici là, je vous souhaite une bonne journée à tous. Ciao!